Mais je dois avoir mes bagages dans la voiture. On verra ça plus tard, oui. Au fait, vous avez peut-être besoin de mon nom, non? Si quelqu'un m'appelle. Ah mais, vous l'avez déjà inscrit sur le registre? Très bien. Vous avez raison. Je suis allé me reposer. Oh, enfin, je vous dis qu'il y a un nouveau. Mais non, je n'ai rien entendu. Oh, naturellement, vous êtes aussi sourd qu'une batterie de cuisine. Pardon? Ah ben, voyez. Bon, Raphaël, quelqu'un vient d'arriver, n'est-ce pas? Ah, il m'avait bien semblé. Vous l'appelez Raphaël? Moi, je l'appelle Gabriel. Et il vous répond. Naturellement. Eh bien, nous avons donc tous deux raison. Ouais, sûrement pas. Gabriel, vous appelez-vous Gabriel ou Raphaël? Non, enfin, pourquoi ne pouvez-vous donc pas supporter que nous ayons raison tous deux? Parce que vous dites une chose et que moi j'en dis une autre. Eh bien, La vérité est nécessairement l'une ou l'autre des choses, mais pas les deux. Ou bien vous avez raison et j'ai tort, ou bien j'ai raison et vous avez tort. votre vérité ne peut tolérer la mienne. Évidemment. Je vois. C'est un peu comme une femme mariée, cela ne se partage pas. Je n'ai jamais partagé la présidence avec qui que ce soit. Alors là, je vous crois volontiers. D'autant que vous m'avez montré sa photo hier. Pardon? Non, je disais, vous m'avez montré sa photo hier. Avez-vous été reçu par le docteur S? Moi, toujours pas. Et pourtant, j'ai expressément formulé une demande de rendez-vous dans ce sens. Mais bien sûr, l'on n'y a toujours pas donné rendu compte. Est-ce qu'on peut traiter les gens comme cela? Je vous le demande. Ah non, c'est totalement inadmissible. Pourtant, des dossiers précis et consultifs ont été constitués sur chacun d'entre nous. Le docteur S devrait savoir à qui il a affaire, mais est-il seulement compétent? Je constate qu'aujourd'hui, on forme les médecins en dépit du bon sens. On les truffe de connaissances comme on gave une dinde de Noël. Mais on ne leur apprend pas l'essentiel, les usages. Grâce à cette médecine moderne, nous n'avons plus affaire à des gens cultivés, mais à des barbares qui détiennent des informations. N'êtes-vous pas de mon avis? Ah, c'est la pourriture de cette génération. Ils n'ont jamais eu ni froid, ni faim, ils n'ont jamais connu la guerre, et ils ont tué dans le beurre depuis leur naissance. Alors, n'est-ce pas? Président, est-ce que vous appréciez les réponses que je donne à vos questions? Pardon? Oui, enfin, est-ce que vous aimez mes réponses? Et que me chantez-vous là? J'apprécie énormément votre conversation, mais taisez-vous lorsque je vous parle. Le bruit que je fais en lisant mon journal ne vous dérange pas? Pardon? Alors, j'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 5 fois le lavabo, défroissé les rideaux. Moi, je ne sais vraiment plus quoi faire de moi. Vous n'auriez pas des petits travaux, je sais pas, des boutons à recoudre. Votre ourlet, il n'est pas défait? Chère madame, avez-vous été reçue par le docteur S? Ah non, et j'avais demandé pourtant. Ah, bah vous voyez, c'est totalement inadmissible. On nous traite comme des femmes de ménage. Président, voyons. Ah bah, il s'est pas trompé, monsieur. Je suis ma femme de ménage. Ah, Enfin, président, personne n'a de recommandation ici. oh, l'égalitarisme, je suppose. On ne sait plus qui est qui. La valeur d'un homme n'a plus beaucoup d'importance. Mais enfin, pour moi, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est qu'il est un homme, et rien d'autre. Oh, sottise, dangereuse sottise. Non, mais il a raison, le monsieur. On peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage, hein. Ah, vous voyez, même elle le reconnaît. Alors, chère madame, à votre avis, quelle est la différence entre un président? Ben... Si, j'insiste pour instruire ce monsieur et le docteur S, s'il nous entend. Alors, chère madame, de votre point de vue, quelle est la différence entre un président et une femme de ménage? De mon point de vue... Oui. Eh ben, c'est d'abord une histoire de bureau. Oui. Un président salit le bureau et une femme de ménage le nettoie. Ouais, continuez, oui. Ah, puis c'est une façon de parler aussi, hein.
Un président cause à tous les gens comme si c'était de la merde. Tandis qu'une femme de ménage, comme si c'était elle la merde. Et puis, Un président, ça a tout un attelage de titres qui ronflent devant et derrière son nom. Monsieur le Président Truc, directeur général de la Société immobilière des actions bidules, membre du conseil d'administration de choses, officier de la Légion d'honneur. Une femme de ménage, eh ben ça n'a que son nom, et même pas. Ça le perd très vite pour ne garder qu'un prénom. Et encore, eh ben ça a intérêt à s'appeler déjà Marie, sinon, vu que les patrons n'ont pas de mémoire, ça le deviendra très vite. alors effectivement, il est étonnant que malgré ces essentielles différences, le docteur S ne vous ait pas encore reçu. Bonjour. Bonjour. Je suis Julien Portal. Oh, laissez-moi vous présenter le président Delbecq et Madame Martin Marie Martin, alors Marie, hein, comme par un fait exprès. Hein. et moi-même, le mage Rajapour. Excusez-moi, mais je vais vous paraître un petit peu stupide, mais je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Je ne me souviens pas avoir réservé une chambre, et pourtant, lorsque je suis arrivé, eh bien, il y avait déjà mon nom inscrit sur le registre. Où est le responsable? Où sommes-nous exactement? Ah ben je ne sais pas, qu'entendez-vous par exactement? Je ne sais pas, moi. Quelle route? Quelle ville? Je ne sais pas. Ah bon, mais vous venez d'arriver, vous aussi? Ah non, oh là là, je suis le plus ancien pensionnaire de cet hôtel. Je me suis installé ici il y a déjà 6 mois. Oh, s'il vous plaît, j'ai l'esprit un petit peu confus ce matin. J'arrive pas très bien à me faire comprendre, mais comment s'appelle cet hôtel? Vous avez eu un accident de voiture? Oui. Non. Peut-être. Enfin, je roulais sur l'autoroute, oui. Il faisait nuit. Même si j'avais arrosé mon repas, je contrôlais mon véhicule. Hein. Une Parodeo, dernier modèle, la C6. Enfin, vous connaissez. Alors, personnellement, je ne distingue que 2 types de voitures, celles qui ont une pancarte taxi sur le toit et celles qui n'en ont pas. Enfin, même si je roulais vite, je maîtrisais mon véhicule. Je rentrais chez moi. Et quelqu'un vous attendait? Ah non. Faut toujours avoir quelqu'un qui vous attend. C'est le seul moyen d'éviter les accidents. Je n'ai pas eu d'accident. Enfin, je vous dis que je n'ai pas eu d'accident, voyons. J'ai dû me rendre compte que je m'assoupissais lorsque je suis rentré me reposer dans ce motel. Un motel. Ah ben qu'il est drôle. Un motel. Vous avez raison, Emmanuel. On n'est pas gentil de se moquer. Vous l'appelez Emmanuel, vous. Enfin, mais vous pouvez m'aider? Ah, en vérité, et croyez-en mon expérience, vous n'avez qu'un seul moyen de comprendre où vous vous trouvez. C'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'entrer ici. Si ça peut vous aider. Enfin, mais c'est absurde. Ah oui, mais il n'y a pas d'autre moyen. Ah non, il a raison, hein. Eh ben, demandez-moi. Ben, demandez-moi, nom de Dieu. Il m'a demandé, hein. Marie. Mes parents, ils m'ont appelée Marie. Ah, bah, fichue bonne idée, ça. J'ai torché et torchonné toute ma vie. Ils m'ont collé le prénom de Marie sur le front, car ils savaient que la pelle, le balai, la serpillière, ça allait être mon rayon. Papa, il était ouvrier agricole. Bel homme, très brun, très poilu. Rasé de près le matin, déjà bleu à midi. Et vous savez ce que ça veut dire, tous ces poils qui poussent, qui percent. C'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il a beaucoup de sperme à l'intérieur. Ça veut dire qu'il veut baiser tout le temps. Et ma maman, elle pondait un petit frère ou une petite sœur tous les printemps. Il y en avait 12 derrière moi. Alors il fallait que je l'aide beaucoup parce qu'elle était toujours un peu fatiguée. Enfin, heureusement, comme le 13e, Pascalito, il est venu pas bien normal, qu'il avait une face épatée de tournesol et qu'il faisait rien à temps comme les autres, les parents, eh ben, ils ont dit partout que ça venait de ce qu'il était tombé du char de betterave. Enfin, papa, il a mis la capote. Mais moi, je crois qu'à force, maman, elle avait dû casser le moule. Raccourcissez, mais raccourcissez. Mais je sais pas faire court. Puis alors, vu qu'on me laisse jamais parler, comme par hasard, je cause, je peux plus m'arrêter. Bref, toujours est-il que je torchonnais du chant du coq au petit rot du dernier. Et que j'avais pas une seconde à moi pour rêver. Alors, pour mes 18 ans, eh ben, le premier gars au bal qui m'a touché un peu la culotte, je l'ai laissé me rouler dans sa vieille cour. Et j'ai quitté la maison pour emménager avec lui et ma petite. Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait à papa.
Enfin, question système pileux. Parce que papa, il travaillait pour nourrir ses enfants. Tandis que moi, le mien, il était bon à rien. Le poil, il l'avait aussi dans la main. Fainéant comme ça, c'est qu'on est mort normalement. Blanc, c'était reparti. Moi, il a fallu que je refasse des ménages pour le nourrir, lui et les deux autres. Bah oui, j'ai eu que des filles. Je suis bonne qu'à ça. Et en retour, jamais un merci. Rien. Ni un câlin, ni un saut de moi dessus. Rien. Ça non plus, il n'avait pas le courage. C'est vrai qu'un peu de chiennerie, même si c'est bâclé, ça fait qu'une femme, elle se sent toujours une femme. Oh, abrégé, abrégé. Je sais pas, je vous le dis. Mais c'est pas le début que vous demande, c'est la fin. Oh, il n'y a rien à raconter dans ma vie. Alors quand je raconte tout. Il fallait pas me demander. Bref, toujours est-il que je torchonnais du chant du coq au petit roux du dernier. Et ça, je l'ai déjà dit. Donc c'est pas normal. Je perds la tête depuis que je suis ici, vous ne pouvez pas savoir. Enfin, donc, je reprends. Je m'étais donc installée avec cet homme, et un jour, il est parti chercher du tabac et il n'est jamais revenu. C'était pas plus mal, au fond. Sinon, ça m'a pas aidé à me sentir plus belle. Enfin, mes filles ont grandi. Je sais pas de qui elles tenaient, ces trois-là. Peut-être de leur grand-père. Mais toujours est-il qu'elles avaient le feu au cul, que c'était pas imaginable. Elles changeaient d'homme plus vite que de culotte. Et j'ai eu tous les problèmes du monde à les faire mettre en ménage et à les faire arrêter de courir le saucisson. Il y a un mois de ça, j'ai enfin pris ma retraite anticipée. Toute ma vie, je m'étais dit que mon dernier patron, le dernier jour, j'y dirais merde. Ouais, au lieu de ça, en rangeant mes pelles et mes balais, j'ai été prise de lourdeur. Je me suis mise à frissonner, et là, dans un salon qui était même pas chez moi, j'ai valdingué les 4 fers en l'air sur le tapis. À l'hôpital, ils ont été très gentils. J'en revenais pas que ce soit si bien à l'hôpital. Tout propre, tout blanc, et sans que ce soit moi qui gratte et qui torchonne. Oh, des repas préparés, des gens souriants. Je crois que les plus belles journées de ma vie, je les aurais passées à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais le cœur fatigué, usé anormalement pour mon âge. Alors ils m'ont prescrit une maison de repos. Quand je suis arrivée là, dans cet ancien château, la Ferronnière, dans ce parc, avec tous ces gens qui faisaient attention à moi et qui me servaient du madame, en veux-tu, en voilà, j'ai eu l'impression d'être devenue une princesse. Même le jardinier, tous les matins, il m'apportait dans ma chambre une rose en me faisant bien bonne révérence cul-fendue, que j'en devenais toute rouge. Hier, je descendais par le grand escalier en m'accrochant bien à la rampe. Je me disais qu'ici, enfin, j'étais bien. Que j'allais pouvoir réfléchir à tout ce que j'avais pas eu le temps de penser. La vie, la mort, Dieu. J'ai eu le sentiment que mes yeux et mes poumons se dégageaient, qu'une nouvelle vie allait commencer. Ça vibrait autour de moi, comme si je sentais la respiration des choses. Et je me suis dit, ça doit être ça, être heureuse. Et v'lan. V'lan? J'ai refait une attaque. Et depuis? Je suis là. Ah, mais c'est une clinique ici, c'est pas un hôtel. Mais non, attendez. Président, à vous. Et je serai bref, moi. Mon dernier souvenir avant d'arriver ici remonte à avant-hier. Je sortais de chez moi, comme d'habitude, à 8 h du matin, pétante. J'ai poussé la grille, et là, j'ai vu un cycliste qui roulait sur le trottoir. C'était un jeune, naturellement. Il a agité son ridicule grelot de son vélo. Je me suis dit, ce jeune crétin va s'arrêter, il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. J'ai fait 2 pas, et là je me suis senti soulevé et projeté contre un banc, et mon crâne est venu heurter l'angle de pierre. Voilà. Et il venait de la gauche. Allez, naturellement. Donc vous êtes une victime du règlement. Moi, j'ai toujours respecté toutes les lois. C'est ce jeune décérébré sur pédale qui ne les a pas suivies. Et vous alors? Comment? Enfin, où sont les médecins, où sont les infirmiers? Et pourquoi nos chambres ne sont-elles pas équipées de matériel de soins?
Enfin, nous ne sommes pas dans un hôpital. Enfin, nous ne sommes pas aux urgences. Enfin, réfléchissez. Dans quel couloir êtes-vous là? Le couloir A ou le couloir V? Celui-ci? Ah, mais dans le V? Oui. Ah ben c'est ça, alors il n'a pas eu d'accident. Mais bien sûr que j'ai pas eu d'accident, c'est ce que je vous disais. Et d'ailleurs, pourquoi y a-t-il un couloir V? Que signifie le couloir A et le couloir V? Bon, de toute façon, vous allez sûrement rencontrer le docteur S. Enfin, mais nous ne sommes pas dans un hôpital et cependant il y a un médecin. Ah oui, un docteur S, docteur S. Mais je veux le voir immédiatement, hein. Ouh, rencontre pas le docteur S comme cela. Il suffit même de le vouloir pour ne pas le pouvoir. Dites, mais vous ne vous seriez pas balancé exprès là contre votre platane? Enfin, mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais quelle platane? Mais attendez, vraiment? Après tout ce que nous nous sommes dit, vous ne comprenez pas? Enfin, comment? Crise cardiaque, accident de la route. Vous ne faites pas le rapport entre nos derniers souvenirs. Vous voulez dire que... Ah, que nos derniers souvenirs sont malheureusement tous des derniers souvenirs. C'est ici? Nous sommes morts? Mort, je suis mort! Enfin, mais répondez, nom de Dieu, je suis mort et ça vous fait rigoler? Remarquez que si vous l'êtes, nous le sommes aussi. Enfin, mais je suis tombé chez les fous, quoi, là. Mais je ne resterai pas une seconde de plus ici, moi. Il va encore y avoir de la casse. Oh, mais je veux sortir. Et l'on ne peut pas appeler cet ascenseur. Eh bien, je prendrai l'escalier de secours. Il n'y en a pas. Oh, mais vous êtes fous, enfermés. Alors ça c'est fait. C'est toujours à sortir mon chepité de fourrure. Oh, mais je trouverai. Ouais, c'est ça. Mais enfin, il doit essayer. Mais c'est normal qu'il n'y croit pas, parce qu'il ne s'est pas vu partir. Ah, mais vous savez que moi, ma première nuit ici, j'ai même essayé de creuser le sol de ma chambre. Enfin, mais c'est scandaleux. Il n'y a même pas d'issue. Et les fenêtres opaques ont résisté. Bon, écoutez, si vous m'indiquez pas maintenant la sortie, moi je brise les vitres, vous entendez? Et je me jette de l'étage. Naturellement. Il va y avoir de la casse. Hein. Et moi, j'aime pas qu'on casse. Hein. Enfin, c'est vrai. Ces pauvres objets qui n'y sont pour rien, moi, ça me fend le cœur. Quelle importance. Oh, ça doit être une déformation professionnelle. Dans le ménage, on est tellement habitué à être seul dans les maisons à prendre soin des choses qu'on finit par leur parler. Quand on frotte l'argenterie, eh ben c'est comme si on lui faisait sa toilette. Quand on met de la cire sur une table, on a l'impression de la nourrir. Quand on casse quelque chose, on a l'impression d'avoir fait mal à une personne. On s'excuse, on bredouille, on porte les débris à la poubelle en se sentant coupable. Bien sûr. Enfin, mais c'est pas possible, mais c'est insensé. Les vitres ont résisté. Mais je me trouve en prison, quoi. Mais cet endroit n'est pas réel. Ah, écoutez, vous n'y êtes pas entré de votre plein gré. Alors vous n'en sortirez pas de votre plein gré. Ah non. Enfin, je ne suis pas mort. C'est pas possible. Il commence à réaliser. Je suis bien vivant, je suis bien vivant. Mais au cours de votre vie, vous avez déjà rencontré des situations bien plus étranges. Regardez, lorsque vous dormez, dans vos rêves, vous êtes vivant, vous avez un corps, vous vous baignez dans de l'eau bleue, et pourtant, vous êtes tout nu dans votre lit. Mais enfin, je vis. Ah, mais pour vous prouver que vous vivez, il faudrait vous tuer. Alors oui, si vous réussissez, cela voudra dire que vous étiez vivant avant. Par contre, si vous échouez, cela peut vouloir dire encore deux choses. Soit que vous êtes déjà mort, soit que vous êtes immortel. Mais je deviens fou. Alors c'est aussi une solution. C'est une solution. Le docteur S va venir. Vous avez demandé un rendez-vous au docteur S. Ah bon? Oui, ah, d'accord. Ah oui, oui. Et puis d'ailleurs, c'était avant ce monsieur. Hein. Dites-moi voir, mon jeune ami là, que faites-vous dans la vie, vous? Je suis rédacteur en chef d'un journal sportif. Ah oui. Et vous ne pensez pas qu'être président de 3 sociétés ne vaut pas mieux qu'un petit rédacteur en chef, non? Alors c'est mon tour. C'est à vous que le docteur S veut parler. Qui vous l'a dit? Ah ben, Raphaël, bien sûr. Non. Gabriel. Non, Emmanuel. Julien Portal. Oui. Bonjour.
Je suis le docteur S. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Ah bah dites-moi que c'est pas vrai. Lancée à 200 à l'heure, votre voiture a percuté un arbre. Ah bah, j'en ai aucun souvenir. Oh, naturellement, vous dormiez. Bon, laissez-moi consulter votre dossier. Un arbre? J'ai percuté un arbre. Heureusement que j'étais seul. Ah, un bon point pour vous. Alors, 40 ans, né dans une famille aisée, bonnes études, pas de grosses opérations chirurgicales, aucune maladie grave. Je suis un mort en bonne santé. Alors, diverses tentatives professionnelles. Une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans. Pas marié. Vous m'acceptez quand même? Ah, je ne vous juge pas, je fais votre bilan. Si on m'avait dit que ma mort avait de si belles jambes. Vous essayez de me séduire? Bah, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Oh, ne prenez pas ces manières avec moi. Votre dossier mentionne que vous avez couru frénétiquement les femmes. Mais elle court vite. Oh, ou encore plus. Vous couriez derrière, puis devant. Une fois que vous les aviez eues, vous les avez toutes abandonnées. Est-on coupable de prendre conscience très vite qu'un couple n'a pas d'avenir? Rapide en tout. Je ne suis jamais tombé sur la femme qui aurait pu me rendre fidèle. Comme si cela dépendait d'elle. Oh, j'ai beaucoup fait jouir, oui. J'ai beaucoup fait pleurer aussi. Bon, mais tout ça, c'est le même lot. La plupart des femmes que j'ai rencontrées ne cherchaient pas l'amour, mais des histoires. Mais de quoi parlons-nous, là? Vous allez tout de même pas me noter, non? Vous n'allez pas me faire croire que ça existe, là, ces vieilles histoires de paradis, d'enfer, d'âme que l'on pèse et de jugement dernier. Je refuse que vous me condamniez, vous entendez? Je suis mort, ça vous suffit pas? Vous vous trompez complètement. D'abord, je suis le docteur S. Ensuite, vous n'êtes pas mort. Quoi? Naturellement. Nom de Dieu, bien sûr, je le savais! Je suis vivant, mais je suis bien vivant! Ah, je n'ai pas dit cela non plus. Que vous étiez vivant. Écoutez, je cherche même plus à savoir ce qui se raconte ici, voyez-vous. Puisque je tiens debout, je peux partir. Ah, cela ne dépend pas de vous, Ah bon? Vous comptez m'en empêcher? ni de moi. Bon, écoutez, docteur machin chose, là, je sais pas comment j'ai atterri dans votre clinique. Sans doute ai-je dû m'endormir au volant, perdre connaissance, percuter un arbre, le temps que vous m'accompagnez jusqu'ici. Mais à présent, je vais tout à fait bien. Et j'ai nullement besoin de vous. Alors je vous tire ma révérence. Salut. Et puis dites à tes attention de venir, là. Tenez-vous à recommencer votre circuit. L'ascenseur, les escaliers introuvables, les vitres qui ne se brisent pas. Enfin, mais je suis en prison ou quoi? Vous êtes en danger, Julien, en grave danger. Nous devons parler et vous allez comprendre. Il y a moins d'1 heure, votre voiture, lancée à plus de 200 à l'heure, est sortie de la route pour percuter un arbre. Je préfère ne pas vous décrire l'état de la carrosserie dont vous étiez si fier. Je préfère pas non plus vous décrire votre état. Enfin, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? L'ambulance vient de vous amener. Inconscient, tuméfié, les genoux cassés, les côtes enfoncées, au service de réanimation de l'hôpital Saint-Luc. Une équipe médicale hautement qualifiée s'active autour de vous pour tenter de vous sauver la vie. Ils ne sont pas très optimistes. Ils retiennent leur souffle, le vôtre. Ils font le maximum. Tous les hommes et les femmes qui occupent une chambre ici sont en train de vivre sur Terre des heures cruciales, veillés par des médecins, des infirmiers, leurs familles, infiltrés de sérum, d'électrodes. Ils sont ce que vous appelez là-bas, dans le coma. C'est-à-dire qu'ils sont entre la vie et la mort, c'est-à-dire ici. Et c'est ici que vous devrez attendre, à l'hôtel des 2 mondes. Votre corps délivré de toutes les souffrances qu'il endure là-bas. Non, je ne vous crois pas. Vous n'allez pas me faire gommer que mon corps est ailleurs. Avez-vous mal à votre cheville? Vous étiez fait pourtant une terrible entorse il y a 2 jours. Vous ne pouviez même plus marcher, vous étiez très enflé. Souffrez-vous en ce moment? Non. Eh bien, vous voyez, votre corps de chair, de nerfs, votre corps vulnéré est là-bas, en salle de réanimation. Et vous êtes ici pour attendre. Mais on fait attendre quoi?
attendre que votre sort se règle. Soit on vous sauve et l'ascenseur vous descendra sur Terre, soit on échoue à vous réanimer et l'ascenseur vous mènera vers le haut. Là-haut? Oui. Bon, c'est assez de nouvelles pour l'instant. La mort? Ce que vous appelez la mort, Oui. la suppression de cette vie-ci. Mon travail consiste uniquement à vous donner l'information nécessaire pour organiser votre passage. Enfin, mais qui vous emploie? Pourquoi y a-t-il un couloir A et un couloir B? Comment? Vous n'avez pas deviné? Alors, couloir A pour accidenté, couloir V pour volontaire, c'est-à-dire les suicidés. Vous vous êtes trompé. Vous m'avez mis dans le couloir B. Je me suis pas suicidé, j'ai eu un accident. Ah oui? Mais oui, je me suis pas volontairement jeté contre cet arbre. Ah oui? Alors, monsieur Portal, non seulement ce matin vous aviez de l'alcool dans votre sang, mais cela fait des années que vous buvez. Oh, vous avez essayé d'autres drogues, plus dures, plus douces, plus violentes. Mais l'alcool a toujours été ce qui vous a le mieux permis de vous fuir. Vos enfers étaient en train de s'écrouler, votre journal périclité, mais vous en doutiez éperdument. Mais cela fait des mois que vous aviez largué toutes les amarres et que vous filiez visiblement à votre perte. Alors comprenez bien que le matin où l'on vous trouve, plein comme une bouteille, écrasé à 200 à l'heure contre un arbre, on conclut à un suicide. Un suicide long et programmé depuis longtemps. Un suicide, moi? Un non-suicide? Oui, l'alcool, le suicide des lâches. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas que vous comme patient. Rajapur, voyance en tout genre, extra-lucidité sur commande. Astrologie, consultation de vos ancêtres, entrailles de poulet, méditation transcendantale, mage Rajapur, toutes les sciences millénaires de l'Orient et du Moyen-Orient. Bon, naturellement, mon premier nom c'était Marcel. Marcel Belluchat, né rue des Filles du Calvaire, République Paris. Mais comment des spermatozoïdes et des ovules, ces petites bêtes si intelligentes, ont-elles pu se tromper à ce point? Voulez-vous que je vous lise votre avenir? Vous foutez de moi? Un peu. Mais ici, beaucoup de gens ne demandent que ça, et certains me paient même. Sûrement pas ici. Ou même ici, détrompez-vous. Vous ne pouvez pas imaginer la cagnotte que je me suis constituée depuis 6 mois. Le seul problème, c'est que cet argent ne me sert à rien présentement et que l'avenir est plutôt incertain. Enfin, ça occupe. Enfin, mais c'est révoltant. Ah, mais attendez, 6 mois de coma, cela me donne des excuses tout de même. Mais non, mais je parlais pas de ça, là. Je parlais de ce lieu, de cette attente. Bah, cachot pour cachot. Quelle différence? C'est du pareil au même. De toute façon, d'ici ou d'ailleurs, on ne s'échappe que par la fenêtre de la mort. Et on ne sait jamais sur quoi elle donne. Oh, naturellement, en bas, on savait qu'on mourrait. Et on tournait le dos à la voie ferrée. On ne regardait pas le train venir. Et puis, on se disait que le prochain ne serait pas pour nous. Alors qu'ici, l'horaire se précise. Eh bien, figurez-vous que c'est beaucoup plus agréable. Si, je vous assure, on devient gourmand. On profite. Maintenant, je me délecte de chaque instant comme d'un bonbon. Je le déplie et je le savoure. Mais comment peut-on se distraire ici? Ah, mais voilà qui fait toute la différence. Ici, on ne se distrait pas, on s'occupe. D'abord, on rencontre des tas de gens. Alors, si vous avez la chance de rester suffisamment longtemps en service de réanimation, vous verrez, ça défile beaucoup. Ah, je vous assure, tous les jours, ça rentre, ça sort. Et puis nous papotons, comme nous le faisons là tous les deux. Alors je ne dis rien de très important, ni vous non plus, mais nous papotons. Eh bien cela veut dire que j'existe, vous aussi, et que se tissent entre nous des rapports humains. C'est charmant, non? À quoi bon? Cela vous mène-t-il d'avoir des rapports humains avec des personnes que vous reverrez sans doute jamais? Oh, bon alors si vous n'aimez fréquenter que ce qui dure, allez parler aux pierres, aux roches et aux montagnes. Mais je doute fort, si elles sont aussi intransigeantes que vous, qu'elles ne vous adressent seulement à la parole. Touché, oui. Voyez, comme la vie peut être amusante. Oh, pardon.
comme le coma peut être gai. De toute façon, je suis déprimé. J'ai toujours été déprimé. Un enfant gâté, peut-être. Enfin, pourquoi vous me dites ça? Oh, bah, parce que écoutez, vous n'êtes pas franchement laid, vous n'avez pas l'air vraiment pauvre, un enfant qui s'ennuie au milieu des jouets qu'on lui a donnés. Vous me méprisez. Non. Mais je suis ravi de voir que les riches ont aussi des problèmes. Oh, mais je comptais pas vous faire pitié. Le manque d'appétit. C'est sans doute le pire des maux. N'être repu. Avoir la bouche pleine avant d'avoir crié. Recevoir des baisers sans les avoir demandés. Et dépenser l'argent avant de l'avoir gagné, ça ne rend pas très combatif. Nous, les mal partis, ce qui nous rend le monde si appétissant, c'est qu'il est rempli de choses que nous n'avons pas. Et finalement, la vie n'est belle que parce qu'elle est un peu au-dessus de nos moyens. Oui, vous m'avez compris, oui. Mais vous, ce que vous n'avez pas compris, c'est que pour vous comme pour nous, les ventres pleins comme les ventres vides, la vie est toujours au-dessus de nos moyens. Pardon? Et parce que la vie ne nous appartient pas. Il faut qu'on me la retire pour que j'en voie le prix. Ah, ça a toujours été le problème du paradis. Paradis, ça n'est écrit qu'après la pancarte, sortie. Ah non, mais c'est pas possible, hein. Mais j'ai un grelot à la place du cerveau. Depuis que je suis là, je me dis qu'il serait temps que je pense à des choses importantes, profondes. Eh ben non. Au lieu de ça, je fais une fixette sur le mur de ma chambre qui a une tâche que je n'arrive pas à faire partir. Est-ce que tout le monde ici est aussi conne que moi? Ça se discute. Je sais que j'ai le crâne trop étroit pour y laisser rentrer des grandes pensées. Mais tout de même, ben j'aurais préféré l'avoir carrément plus obtus. Enfin, vous voyez, être stupide à ne pas s'en rendre compte. J'ai une sœur comme ça, bête à ce point-là. Ça ne cause même pas. Ça bouffe du foin. Et ben elle cause. Rien ne la retient, rien ne la surprend. C'est comme ça qu'il faudrait être. Moi, je suis juste assez intelligente pour être mal à l'aise. Mais enfin, nous sommes tous comme ça. Ah non, pas ceux qui font des études, ceux qui réfléchissent. Oui. En quoi sont-ils plus intelligents? Je ne sais pas. Mais enfin, quand ils savent, ils savent. Et quand ils ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas. Mais ils patauchent pas comme moi. Tiens, si j'avais droit à un deuxième tour, eh ben c'est ça que je ferais. Philosophe. Marie Martin, philosophe première classe. Et être philosophe, cela s'empêche de mourir, alors. Non, mais ça doit aider à vous. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien. Vous y êtes allé? Non. Eh ben alors? Enfin, c'est la mort, ça vous suffit pas comme information? Non. D'abord, j'ai jamais été morte. Et puis alors la mort, hein, c'est le genre de bazar qu'on connaît pas du tout. Juste par ouï dire. Et encore par l'oreille gauche, vu que personne n'en est revenu. Mais vous qui faisiez les tables tournantes, ils vous disaient bien des choses, les morts. Oui, bien sûr. Alors quoi, par exemple? Ah ben, je sais pas, moi, qui détestaient leur belle-mère, qu'ils étaient amoureux de leur secrétaire, qu'ils allaient rater leur vie. Tiens, qui voulaient reprendre le piano, le tricot, le crochet, la couture, enfin des idioties, quoi. Rien d'autre? Enfin, attendez, être mort ne vous rend pas plus sage. Ah bah j'aurais cru. Enfin, ils vous parlaient pas de la façon dont ça se passe là-haut. Ah, Mais ils vous causaient. Donc ça veut dire qu'ils existaient. Enfin, je veux dire que d'une manière, ils n'étaient pas morts. oui, enfin, peut-être, hein. Enfin, comment ça peut-être? Ils vous parlaient, oui ou non? Enfin, ce n'était que son imagination, Marie, voyons. Évidemment, c'est avec ça que parlent les morts. Oui, non mais attendez, c'est vrai, des fois il m'arrivait d'entendre des voix, des sons au fond de ma tête. Mais bon, attendez, ça m'arrive aussi quand je dors, hein. Enfin, pendant mes rêves. Enfin, je veux dire comme à tout le monde. Oui, enfin bon, ça prouve rien. Aussi, ça prouve que vous n'étiez pas un vrai mage. Ah, qui sait? Enfin, Marie, mais voyons. Nous savons très bien comment ça se passera là-bas. Est-ce que vous avez des souvenirs d'avant votre naissance? Non, Eh bien, après votre mort, ça sera pareil, hein. c'est-à-dire rien. Rien, absolument rien, le néant. Aux minutes. Entre-temps, entre avant moi et après moi, il y a eu quelque chose. Moi, j'ai existé. Oui, un match a eu lieu. Un match qui aurait dû ne pas avoir lieu a eu lieu quand même. Un match inutile, sans conséquence, une erreur. Vous dites ça juste pour moi ou en
général. Enfin, je dis ça pour vous, pour moi, pour le mage. Enfin, l'humanité est une partie qui finit toujours mal, Marie, et à laquelle je n'ai pas demandé à participer. Ouais. Vous critiquez parce que vous croyez qu'il n'y a rien là-bas. Ben évidemment, si j'avais pas été angoissé par l'idée du néant, ben je me serais raccroché aux choses, aux gens peut-être. À chaque fois que j'entreprenais un projet, je me disais, pas bon. Pourquoi dépenser de l'argent et du temps pour faire de la poussière? Même quand une femme me disait, oh, je t'aimerai pour toujours. Tu parles, je songeais encore à la poussière. Et quand vous bandiez, Bah Marie! quoi? Vous n'avez pas envie de lui poser la question, vous? Ah bah si, mais enfin... Bon, alors, répondez à la question que le mage n'ose pas vous poser parce qu'il est bien élevé. Et quand vous... Alors, et quand vous... Alors aussi, poussière. Mais pas du tout, avec les femmes, c'est ce que je faisais le mieux. Ah bah forcément, ça dure pas trop longtemps. Oui, bon Marie! Enfin, heureusement pour elle et pour vous, que vous aviez des amnésies de poussière. Ouais, dans la rue, je refusais de voir la réalité. Je voyais passer des chapeaux, des manteaux, des chaussures. Les êtres humains, mais je les vidais de leur chair. Je voyais déjà leur squelette. Je songeais que tout disparaîtrait un jour. À l'intérieur de moi, j'avais une main qui m'interdisait de rentrer dans la vie. C'était l'idée de la mort. Mais si l'on m'avait certifié qu'il y avait une vie après la vie, j'aurais changé, oui, sûrement. Ça, c'est étrange. Finalement, ce qui vous empêchait d'apprécier la vie, c'était de penser qu'elle se terminait. Eh oui. Moi, mon pauvre monsieur, c'est triste d'avoir faux sur tout, hein. En fait, vous vous faisiez une mauvaise idée de la vie que vous connaissiez, à cause de la mort, que vous ne connaissiez pas. Eh oui, l'ombre faisait de l'ombre à la lumière. Ah, je vois. Vous avez fait le tour de tout sans être allé nulle part. Et bien, dans votre genre, vous êtes aussi conne que moi. Peut-être que là-haut, il y a un jardin, comme on nous apprenait lorsqu'on était petits, avec des arbres et des fleurs. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un jardin, parce que comme ça, je serais sûre qu'on ne me demande pas de faire le ménage. Mais enfin, Marie, il n'y a rien, absolument rien. La mort, il n'y a rien que la mort, et c'est une fin en soi. Voyons, Marie. Ah oui, monsieur, je sais tout. Alors, vous aviez prévu de vous retrouver un jour ici, parce qu'alors, vu le temps que vous avez mis tout à l'heure pour comprendre, soit vous aviez oublié, soit c'était très bien imité. Imagine que tout le monde a été reçu par le docteur S, à part moi, bien sûr. Enfin, personne ne lui a parlé, cher président, sinon le nouveau venu. Comme ce fut le cas pour chacun d'entre nous. Égalité, cher président, égalité. Alors cela veut dire que tout le monde est traité de la même façon, et non pas qu'il y a un complot tramé contre vous. Oh. J'ai dû quitter ma chambre, je ne supportais plus leur conversation. Bah, qui? Madame la Présidente et mes fils. Ah bon, ils sont avec vous? Mais non. Mais lorsque les résidents retournent dans leur chambre, ils peuvent entendre ce qui se dit en bas, à l'hôpital, à côté de leur lit. Enfin, il suffit de mettre les mains sur les oreilles pour écouter. Ben, vous avez drôlement de la chance d'avoir toute votre famille autour de vous. Hein. Bah, pour entendre ce que j'ai entendu. De quoi cause-t-il? D'argent, quoi d'autre? Ils veulent tout vendre. Ah, parce que vous leur laissez du bien. Bah oui, pour qui me prenez-vous? Eh ben moi, ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas la plus riche du cimetière. Eh ben moi non plus. J'ai tout bouffé. Eh ben moi j'ai tout bu. J'ai jamais supporté la vue d'un portefeuille plein. Alors je dépensais. Oh, et puis de toute façon, je n'avais pas la mentalité pour devenir riche. Je n'avais pas les ongles assez crochus. Et pourtant vous êtes malhonnête. D'habitude ce sont les gens riches qui sont malhonnêtes. Ouais, eh ben figurez-vous que ça vous le savez mieux que moi, monsieur le président. Pardon? Ah mais attendez, je lis la presse, monsieur le président Delbecq. Et je n'ai pas oublié le scandale des fausses factures Delbecq. Oh, pure calomnie. Oh, bah, ni non plus d'ailleurs, l'étrange attribution des marchés Delbecq. Ragot politique. Puis je n'accepte pas d'être dansé par un petit devin de fête foraine. Ouais, sauf que chez moi, la malhonnêteté, elle est gravée sur la plaque. Une profession de foi, loyale, irréprochable. Oh, mais attendez, vous vous rendez compte, si tout d'un coup je me mettais à dire la vérité. Non, madame, je suis désolé, mais je ne peux pas lire l'avenir dans vos cartes. Par contre, vu la tête que vous trimballez et l'agressivité avec laquelle vous adressez au premier bipède chaussé,
Je peux vous garantir que vous ne rencontrerez plus jamais l'amour. Non mais attendez, mes clients me paient, certes. Enfin, ils me paient pourquoi? Pour que je leur fasse plaisir. Pour en sortant de mon salon, avoir encore envie de vivre. C'est vrai, avoir un peu d'espoir pour ce soir et de l'entrain pour demain. Je suis intègre, moi, monsieur. Et si, parfois, il m'arrive d'avoir un mauvais pressentiment, comme il a pu m'arriver de sentir la mort sur certains de mes clients, eh bien, je ne dis rien. Absolument rien. Je ne suis que scrupule. Alors que vous, monsieur le président, vous prenez l'allure de la respectabilité pour continuer à mener à bien vos petites magouilles et à vous enrichir sur le dos des autres. Je retourne dans ma chambre. Je préfère encore écouter comment mes lavettes de fils vont dépenser mon argent. Et de quoi est-il président? Mais il est né président. Déjà à la crèche, il avait un blazer, une cravate sombre, des lunettes et une raie bien faite au milieu de ses cheveux de nourrisson. Et entre deux biberons, il clamait déjà « Je suis président !» Et ça a marché. Doctoresse, donnez-moi de mes nouvelles. Je vous en donnerai lorsque j'en aurai, Madame Martin. Pour l'instant, votre état reste stationnaire. Excusez-moi. Stationnaire? Ça veut dire que je ne bouge pas? Je fais la planche, lardée de tuyaux et de bip-bip. Je rôtis lentement. Enfin, je me maintiens dans le pire, quoi. Allons, courage. Regardez-moi, cela fait déjà 6 mois. 6 mois? Ah non, mais moi je tiendrai pas. Hein. Faudra qu'on me débranche. Hein. Ah non, c'est pas utile que je reste plus longtemps à attendre. Je suis pas bonne à penser. Moi, il faut que j'ai les mains occupées. C'est ça qui me remplit le cerveau. Si je fais rien, j'ai peur. Mais pourquoi? Ben, je sais pas. Je me sens en faute. Est-ce que j'ai le droit d'être là, comme ça, à rien foutre, je me dis? Vous ne vous aimez pas? Vous connaissez quelqu'un qui s'aime? Non. Non. Mais je suis sûr que vous avez donné beaucoup d'amour à une fille. Mais naturellement, oui. C'est dans la nature, ces choses-là. Et puis, j'aurais pu en donner beaucoup plus d'amour s'il y avait eu plus de monde qui en avait voulu. Mais ça vient de moi aussi. Je suis meilleure avec les petits qu'avec les grands. Ces petits bouts de chou rose, avec leurs bouches rigolardes et leurs yeux ronds qui vous dévorent d'amour, je sais toujours quoi leur dire, comment leur faire plaisir. Puis les toucher, leur faire des petites caresses, des petits bisous, tout quoi. Mais avec les grands, je suis pétrifiée. J'ai peur qu'ils se rendent compte. Enfin, mais qu'ils se rendent compte de quoi? Ben, que je suis pas bien Oh, intéressante. Marie, mais qui vous a dit que vous n'étiez pas intéressante? Personne. Mais personne m'a dit le contraire non plus. Et c'est ça qui m'a manqué. Une petite gentillesse par-ci, par-là. Ça, on peut pas dire que j'ai poussé au compliment. Hein. Non, non, non et non et non. Il faut absolument que j'arrête ça. Ils veulent vendre, tout vendre. Et alors? Et alors, mais c'est absolument pas le moment. La bourse des primes, le marché est au plus bas. Ils m'en vont me faire perdre de l'argent. Il faut que je téléphone à mon banquier. Doctoresse, je vous ai sonné, doctoresse. Doctoresse, j'exige de vous avoir, doctoresse. Vous êtes doctoresse. Et c'est des pensées aussi sublimes que celles-ci que vous aimeriez avoir? Et alors? Ce n'est pas parce que mon sang coule dans les veines de ces jeunes crétins snobinards et prétentieux que je vais les laisser dilapider mon capital. Ah, et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui m'éprouve que mes fils soient bien de moi? Oh, je sais pas, ils sont cons, très cons. Ah oui? Eh ben, ils sont vous. Pardon? Ah, doctoresse, je vous ai sonné, doctoresse. On ne me sonne pas, monsieur. Doctoresse, j'exige... On n'exige pas, monsieur. Je vous parlerai lorsque votre tour sera venu. Vous
devriez interroger le président Delbecq. Le président est quelqu'un qui peut tout vous expliquer avec des arguments irréfutables. Autrement dit, un crétin exhaustif. Monsieur le Président, venez vers nous. Vous allez sans doute pouvoir nous aider. Nous nous demandions ce qu'il y avait après la mort. Vous n'avez pas eu d'éducation religieuse? On ne vous a rien appris? Ah, rien. Nous montons directement au ciel et là, vous êtes jugés en fonction de vos mérites respectifs. Un enfant saurait cela. Mes petits-fils, en tout cas. Oui. Et vous ne craignez pas ce moment-là, non? Je m'y suis préparé. Ah oui. Vous avez la conscience sans tâche. Évidemment. Oui, enfin, pour vos petites magouilles d'argent, cher président, ne croyez-vous pas qu'au moment du jugement dernier... Pécadille. Oui, enfin, attendez, je ne crois pas que le secret bancaire suisse ou luxembourgeois, là-haut, ça soit bien respecté. Ouais, faudrait l'éprouver, tant monsieur. trafic de fausses factures. Faudrait l'éprouver, monsieur. Alors, vous vous pardonnez. Ah non, 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 il se pardonne. Il me pardonnera. Alors ça, quand même, c'est extraordinaire. Parce que j'ai longtemps cru que lorsque les gens se confessaient, ils développaient une très grande conscience morale. Eh bien, au lieu de cela, je m'aperçois que certains se confessent comme on vomit pour se décharger et recommencer ensuite. Enfin, mais que se passe-t-il? L'un d'entre nous va partir. Enfin, mais vers le haut ou vers le bas? On ne l'apprend qu'au dernier moment, dans l'ascenseur. Pouvez-vous me laisser seule? Madame Martin, voulez-vous rester avec moi? C'est mon tour, n'est-ce pas? Oui. C'est une bonne nouvelle, j'espère. Je ne peux rien vous dire. Eh ben, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Je dois vous conduire vers l'ascenseur. Oui, il faut m'aider. Parce que j'ai le cœur très fragile. C'est amusant, n'est-ce pas? D'avoir le cœur si fatigué. C'est la seule chose dont je ne me sois jamais vraiment servie. Allons, ne craignez rien, Madame Martin. C'est pas fatigué qu'il faudrait dire dans mon cas. C'est rouillé. Adieu, Madame Martin. Adieu, docteur. Bonne continuation. Pauvre femme. Vous qui êtes là depuis longtemps, lorsque la journée commence comme cela signifie-t-il que tout le monde va partir vers le haut? Non. Ah, tant mieux. Ah, mais c'est tout l'effet que cela vous fait à vous. Et peut-être même si le premier client monte, cela signifie que le suivant descendra. Alors vous me faites penser à ma tante Zoé, qui lisait tous les matins avec délectation les avis de décès dans le journal, et qui, lorsqu'il rencontrait quelqu'un de sa génération, glapissait joyeusement. Tiens, un de plus. Comme si devoir mourir ses contemporains la rendait elle encore plus vivante. Ah, c'est amusant ce que vous me dites, ça me fait exactement le même effet. Ah oui, mais décidément, vous ne pensez qu'à vous. Mais évidemment, à qui d'autre? Cher ami, j'ai trouvé l'homme qui s'aime. Oh, moi, je resterai pas une seconde de plus ici, moi. C'est pas possible. Quelqu'un arrive. Ah, à nouveau, quelle chance. Bonjour. Bonjour. N'ayez pas peur. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Je vous présente Julien. Et le président... Delbecq. Pardon. Delbecq. Et moi-même, le mage Hatchapou. Je suis ravie d'être ici. Mais où croyez-vous être malheureuse? Oh bah, le simple fait de pouvoir marcher sans appareil, sans crispation, Sylvia m'a enseigné. Et puis, je suis enfin débarrassée de toutes ces sondes et cathéters. Oh, j'ai envie de pousser.
Pauvre enfant, j'ai peur qu'elle croie être morte. Alors, bonjour Laura. Bonjour, doctoresse. Vous connaissez? Oui, Laura a déjà fait un séjour ici. Oh, j'ai même failli en faire deux. La première fois, au moment où j'ai perdu connaissance, j'ai quitté mon corps et emprunté le couloir en spirale. J'étais légère, et je montais en rotation comme aspirée vers cette lumière que je distinguais mal. Et puis finalement, je suis redescendue juste avant le palier éblouissant. Oui, ça n'avait été qu'un profond évanouissement. La deuxième fois, je suis restée 3 jours ici. Cette fois-ci, Nous verrons. Êtes-vous gravement malade? bah, la santé n'est pas me fort. Laura, pouvons-nous aller dans votre chambre? Oh, Laura, j'ai des choses très confidentielles à vous dire. mais ma santé n'a rien de confidentiel. Depuis l'enfance, j'ai l'habitude que l'on tienne des conférences autour de mon lit ou de mon fauteuil, que tout le monde s'en occupe. C'est peut-être pour ça que je m'y intéresse si peu et que je n'en parle jamais. Laura, s'il vous plaît, allons dans votre chambre. Non, qu'avez-vous à m'apprendre? Que mon cœur ne bat presque plus? Qu'il menace de s'arrêter si je ne suis pas immédiatement greffée? Ben, je le sais déjà. Et que je dépends de la bonne volonté du hasard? Et qu'il faut que quelqu'un meure rapidement, brusquement et proprement? Oh, je suis folle son cœur? Eh ben, je le sais aussi. Vous n'avez pas changé. Mais pourquoi voulez-vous que je prenne un air grave lorsqu'on me parle de ma santé? Ça deviendrait irrespirable. Advienne ce qui arrivera. Allez, à tout à l'heure, ma petite Laura. Docteur, est-il possible Non. que Égalité, cher président, égalité. Jamais rien connu de si humiliant. Pouvez-vous faire un avis? Je sais pas. Et vous? Quelle réponse décevante. Je sais, oui, je suis un homme décevant. Qu'est-ce que vous faisiez avant que j'arrive? Comme d'habitude, on disait du mal les uns des autres. En fait, on mordait un peu pour se faire les dents. On continue? Ah non, on ne vous connaît pas encore assez bien pour bien dire du mal de vous. J'ai une idée. Dites. Oh bah non, vous allez être choqués. Allez, dites. Bon alors voici. J'aimerais bien que l'un de vous me fasse un peu la cour. Ridicule. Bah vous voulez pas? Mais juste pour rire. Vous savez, avec ma santé, les garçons n'ont jamais été très entreprenants. Et vu qu'ici rien n'est réel et que rien ne dure, vous pourriez faire semblant. On fait semblant de quoi? Bah moi je fais bien semblant d'être normale. Regardez, je peux bouger, danser, tourner. Et vous pourriez faire semblant d'avoir un flirt avec moi. Allez, tutouille, s'il vous plaît. Non. Mais juste pour rire. Bon. D'accord. Je vais vous faire un brin de cour. Un brin? Ah, baobab. Faites-le vous. Enfin, j'ai quand même la nette impression qu'elle préférerait un brin de votre cour à mon baobab. Mais ne comptez pas sur moi. Enfin, c'est elle qui compte sur vous. Je ne veux pas. Pourquoi, vous ne savez pas? Oh, mais si, mais ces mots-là, je les ai vomis 100 000 fois. J'en suis malade d'avance. Mais pour lui faire plaisir. Mais à quoi bon? Ah, c'est ça. Alors, lorsqu'il s'agit de faire la cour à quelqu'un pour vous faire plaisir, vous savez trouver les mots. Mais lorsqu'il s'agit de faire plaisir à quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus là. Ah, bravo. Bon. Mon petit, je commence par la lune, les étoiles, les animaux, les fleurs, ou je passe directement à vous? Ah, moi directement. Soit. Bah, dis donc, hein, vous la mimez bien. Pourquoi? Bah, la gêne. Ouais, c'est bien. Je ne fais pas semblant. Non, non, mais c'est super bien. Je ne fais pas semblant. Mais vous savez, c'est totalement grisant. C'est la première fois pour moi. Allez, encore. Mademoiselle, vous êtes très jolie. Oh, merci, moi aussi, c'est très joli. Vous n'avez rien d'autre à faire. Ailleurs! Vous la mimez
Je dois parler à Julien. Vous avez bien fait de refuser ce jeu, parce que sur Terre, je serais sans doute tombée folle amoureuse de vous. Julien, vous venez d'entrer en salle d'opération. L'équipe médicale détecte plusieurs hémorragies internes. Vais-je m'en remettre? Ils font tout pour. Vous passez un moment très difficile. Enfin, et pourquoi vous me dites ça? Pour ne pas vous le cacher. Comment? C'est tout? C'est assez, non? N'ayez pas peur. J'aimerais vous y voir. Vous m'y voyez. Oh, excusez-moi. Rien de plus banal que de se croire unique. Si vous aviez à voyager dans une malle, préférez-vous qu'elle soit piquée de clous ou garnie de satin? Avec satin? Alors n'ayez pas peur, puisque vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Préférez le satin au clou, ayez confiance. Mais enfin, vous savez ce qu'il y a au-dessus, vous? Oh, mais j'ai de l'espoir. Oh, mais comment peut-on être aussi optimiste? Oh, mais vous savez, quand on ne peut pas faire autrement, je me suis habituée à mettre de l'énergie partout. Peut-être parce que je n'en ai pas dans mes muscles. J'aime la vie d'un amour non réciproque, mais d'un amour fou. J'aime la mort aussi. Oh, vous devez plaire aux hommes. Oh non, non, je fais peur aux hommes. On ne peut pas imaginer qu'un garçon sérieux puisse tomber amoureux de moi. Tout le monde sait que j'en ai pas pour longtemps à vivre. Tout le monde sait que je pourrais sans doute jamais porter d'enfant ni le mettre au monde. Sur Terre, je suis un simulacre de femme, un fantôme. Je n'offre aucun avenir. Là-bas, ils vivent comme s'ils étaient immortels. Ils n'aiment pas, ils investissent. Je ne crois pas. Une fois, un jeune homme m'a fait la cour. Il me téléphonait, il me rendait visite, il m'offrait des fleurs. Il disait que j'étais la femme la plus importante de sa vie. J'ai presque failli y croire. Puis une amie m'a raconté son histoire. En fait, la sœur jumelle de ce garçon était morte de maladie quelques années auparavant et il n'arrivait pas à faire son deuil. Il voulait réparer. Non mais vous comprenez? À travers moi, c'est à une autre qui s'adressait. J'étais comme transparente. Du coup, j'ai refusé de le recevoir. Et le pire, c'est que ça le rendait très malheureux. Et maintenant? Oh, maintenant il est marié à une jeune femme normale, ils attendent un bébé et nagent dans le bonheur. Croire que son amour pour moi faisait partie de son deuil. Et la pitié. Je suis salie par la pitié. Je ne veux pas de la pitié. Croyez-vous que je sois trop orgueilleuse? Julien, c'est votre tour. Venez vers l'ascenseur. Oh, je vais mourir. Je suis persuadé que je vais mourir. Oh, j'ai peur. Il ne faut pas, moi je n'ai jamais peur. Oh, mais j'ai peur, Laura. Parlez-moi vite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne sais pas, parlez-moi de vous. Mais dépêchez-vous, je n'ai plus qu'une minute. Où habitez-vous? Dans une maison au bord de la mer, avec des fenêtres aussi larges que l'horizon. Y a-t-il une plage? Oui, elle est longue, blanche et bleue, et j'adore que l'on me promène le long d'allée de la plage. Et puis qu'aimez-vous faire? Oh, rêver, écouter de la musique, et en écoutant la musique, écouter le silence autour. Et puis Lire voracement pour vivre toutes les vies que je ne vivrai jamais. Et puis Il me semble que j'aimerais être amoureuse. Oh, moi aussi. Oh, qu'est-ce que vous êtes belle. Et pourquoi me dites-vous ça? Mais parce que je le pense, mais que je me suis jamais donné la peine de vous le dire. Lorsque les portes de l'ascenseur vous ont laissé apparaître, je vous ai trouvé étonnante, magnifique, étrange aussi. Oh, j'ai pensé, je ne suis pas beau, non, mais quelle importance, puisqu'elle est belle pour deux. Taisez-vous. Et puis, j'ai entendu le docteur S vous appeler Laura. Laura, oh oui, 2 syllabes simples comme bonjour. Bonjour. 2 notes qui demandent aux lèvres de prendre la forme d'un baiser. Alors j'ai pensé, oh je ne suis que rien, mais quelle importance, puisqu'elle est musicale pour deux. Oh, mais taisez-vous. Et puis je vous ai entendu tenir tête au docteur S, telle une figure de proue qui, souriante, affrontait les écumes, les embruns, et puis la tempête. Alors je me suis dit, oh non, je ne suis pas courageux, non. Mais quelle importance, puisqu'elle est brave pour deux. Oh, mais taisez-vous. Et sitôt que j'ai vu cette force, mais j'ai senti sa faiblesse, aussi cette faiblesse qui vient de la tension de cette force, mais cette force qui peut se briser, mais d'un coup. Alors je me suis dit que peut-être, oui, vous aviez besoin d'une main dans une autre vie, oh, que je ne raterai pas. J'aurai 2 mains à votre service. Voilà ce que je ne vous ai pas dit. Et à l'instant même, il y a encore des choses que je ne vous dis pas, mais que j'aimerais être avec vous, oui, dans cette grande maison au bord de la plage. Écouter avec vous la musique, le silence. Vous faire lire un peu moins pour vous faire vivre. Taisez-vous. Oh,
parce que là, en face de vous, mais je me sens pris d'une fièvre, mais fulgurante, une fièvre qui me donne de l'air, de l'appétit, de l'enthousiasme. Une fièvre à soulever la terre, à vous rendre vos jambes, à vous serrer dans mes bras, à faire sonner pleines toutes les heures, à écarter la mort, C'est étrange, mais je n'ai presque plus peur. C'était une fausse alerte. Ce sont des choses qui arrivent parfois, rarement. Un incident a dû se produire pendant votre opération. Je vous laisse. Je suis désolée de ce malentendu. Mais désolé. Julien, Désolé, un malentendu. Un malentendu. Oh non, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Mais je l'ai dit. mais quoi donc? Enfin, mais que je t'aime. Ah mais non, tu n'as rien dit. Mais si, mais ces mots-là, mes lèvres les ont prononcés 100 fois toutes seules. Mais tel un exercice qui appartient à la gymnastique du sexe. Mais pour la première fois, oui, pour la première fois, je les ai sentis passer. Mais tu n'as rien dit. Mais si. Mais non, tu n'as parlé que des détails, des choses concrètes. Que tu voulais dans une maison au bord de la mer, écouter de la musique et non. Mais si, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Tu n'as pas pitié, n'est-ce pas? Pas une seconde. C'est injuste. Avant, je n'avais jamais peur. Et maintenant, j'ai si peur. Mais enfin, mais peur de quoi? Mais peur de te perdre. Ah, désolé. Oh bah décidément, depuis que tout va bien, tout le monde est désolé ici. Mais dites-moi quelle déception. Moi qui croyais vous avoir fait une cour brillante. Je dois parler à Julien. Ah non, ne me le prenez pas. Il reste ici et moi aussi. Plus personne ne veut guérir. Allez, je reprends mon emploi. Confident. C'est généralement mon rôle dans les histoires d'amour. Sans doute dû à mon physique avantageux. Julien, je sais ce qui s'est passé. Pendant une seconde, vous avez failli sortir du coma. Oh oui, c'est bien ce qui s'est passé. Oui. Le brouillard s'est enfin dissipé. Et Laura? Je ne peux rien dire. Enfin, mais comment... qu'est-ce qu'ils savent en bas? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Il faut qu'on trouve un cœur à lui greffer, c'est la dernière solution. Enfin, y a-t-il une chance? Oh, chance, c'est le mot. Il faut que quelqu'un meure pour que Laura vive. Quelqu'un qu'on amène à l'hôpital Saint-Louis, et cela dans les heures qui viennent. Et vous ne savez pas? Je ne sais jamais qui va mourir maintenant ou demain. Enfin, on vous informe. Mais oui, je sais pas, moi. Dieu, le diable, le destin, que sais-je? Il y a bien un grand livre où tout est inscrit, non? Qu'y a-t-il dans vos dossiers? Des éléments. Alors? Juste quelques éléments. Votre nature, votre santé, votre histoire, mais pas vos choix. Vous arrivez au monde chargé de données, alourdi d'une hérédité, d'une famille, d'un milieu, attaché à un village, un pays, une époque, une langue. Tout vous distingue, tout vous sépare, tout vous différencie. Mais une seule chose, une seule, vous rend identique. Vous êtes libre. Libre, comprenez bien. Libre d'abîmer votre corps. Libre de vous ouvrir les veines. Libre de ne pas guérir d'un chagrin d'amour. Libre de vous laisser pourrir dans votre passé. Libre de rater votre vie. Ou libre de hâter votre mort. Croyez-moi, il n'y a pas de grand livre de destin, mais juste quelques éléments sur une fiche, des données. Et ce que l'on ne peut pas calculer, c'est votre liberté. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Je vois pas ce que Laura pourrait choisir, puisqu'elle est née avec un organisme qui ne fonctionne pas. Elle aurait pu choisir de ne pas le supporter, de jouer les malades, de plonger dans la dépression et très vite de s'enfoncer dans la mort. Au lieu de cela, elle a choisi d'aimer la vie quand même, d'être joyeuse, légère, amoureuse de tout. Sa naissance l'avait mise dans l'ombre, elle a préféré la lumière. Et toute personne qui a croisé Laura se souvient d'elle comme d'un soleil. Je l'aime. Oh, je l'avais compris. C'est idiot, n'est-ce pas? D'aimer? Jamais. Par contre, par honnêteté, vous devez vous demander si vous aimez réellement Laura, ou si vous n'en êtes tombé amoureux que parce que c'était impossible. Un
doctoresse s'en va lorsque j'arrive. Je me demande si je ne me suis pas totalement trompé. Moi aussi. On parle, on croit distribuer les bonnes cartes et puis on se reçoit le jeu en pleine figure. Il a fait fausse route. Ah oui, même vous. Une épidémie de remise en question contamine cet hôtel. Oh, mon jeune ami, il n'y a que les crétins qui ne changent jamais d'avis. Et croyez-moi, j'en ai bien connu. Oh ben j'en doute pas, non. Je n'aurais jamais dû déclarer au doctoresse que je faisais partie du Panthers Club. Il a dû vouloir y entrer un jour. Mais on n'a pas accepté ce petit professeur de clinique de banlieue. Et dès que j'ai prononcé le mot de Panthers Club, il me regarde de travers. Il me fait payer son échec. Enfin, monsieur le président, soyez sérieux. Croyez-vous qu'on se préoccupe ici du Panthers Club? Mais évidemment, tout le monde voudrait entrer au Panthers Club. Je ne connais personne qui n'ait fait pas des pieds et des mains pour pouvoir entrer au Panthers Club. Eh bien, moi, je n'ai jamais rêvé de rentrer au Panthers Club. Ah, Jamais, et j'en rêverai jamais. ah, j'y suis. Vous préférez l'Otaris Oh, mais non. Ah, je vous dis que le Dr S s'est définitivement fermé lorsque je me suis réclamé du Panthers Club. Enfin, monsieur le président, connaissez-vous exactement le rôle du docteur, du matin jusqu'au soir? Diriger les êtres humains vers la vie ou la mort? Non. Passer leur destin? Non, ne me dites pas que vous croyez la petite théorie de ce match Rajapour sous l'endroit où nous sommes. Mais oui. Ah, un endroit entre le ciel et la terre où nous attendrions que notre sort se décide. Ah, vivre ou mourir par l'ascenseur, un hôtel entre deux mondes. Mais oui. Ah, quelle naïveté. Ah oui. Pourtant, lorsque je suis arrivé, j'ai bien cru que vous aussi vous ajoutiez foi à cette... Je fais semblant. L'enturbané le croit, les pensionnaires le croient. Le docteur S les laisse croire pour pouvoir continuer sur son travail. Et moi-même, je ferai semblant jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas les contraindre. Ouais. Alors, d'après vous, où sommes-nous? Dans un asile d'aliénés. Ah oui. Ah oui, ils sont tous fous ici. Et qu'est-ce que vous y faites alors? Une erreur d'aiguillage. Après ma chute, l'ambulance qui m'a amené ici a dû se tromper de service. C'est ce que je me tue à répéter au docteur F depuis 2 jours. Alors comment expliquez-vous que je souffre plus de ma cheville? Et que Laura puisse tourner, virer, danser? Elle qui se déplace d'ordinaire dans le fauteuil? Les pouvoirs de l'autosuggestion. Et que dans votre chambre, vous puissiez entendre converser votre épouse et vos fils? Oui, ça c'est étrange, mais il doit y avoir une explication. Eh bien l'explication, c'est justement ce que vous niez. Allons, mon jeune ami, soyons sérieux. Un tel endroit est totalement impossible. Il n'existe nulle part. Si vous aviez un petit peu d'éducation religieuse, vous le sauriez. Nous montons directement devant Dieu. Ah oui, et peut-être que votre Dieu vous attend à l'étape suivante. Mais il est ici. Ce n'est pas dans les textes. Mais enfin, monsieur le président, regardez cette réception, cet ascenseur. Mais tout ça n'existe pas. Je suis formel, tout ça n'existe pas. Alors je n'existe pas non plus. Évidemment, je suis formel. Mais enfin, monsieur le président, comment pouvez-vous ignorer ce qui vous entoure? Je suis là, nous sommes là, vous êtes là. Comment pouvez-vous ignorer les choses et les gens? Comment faut-il vous conjuguer la réalité? Naturellement, mon jeune ami, c'est une question simple. C'est une question d'éducation. Cela s'appelle avoir des convictions. Monsieur le président, est-ce que vous vous rendez compte que quelque chose vous échappe? Mais lorsque quelque chose nous échappe, à quoi devons-nous nous raccrocher? À nos convictions. Alors vous êtes plus sûr de vos convictions que ce que vous voyez? Mais naturellement, Oui. mon jeune ami, le brouillard est obscur, confus, imprécis. C'est pour cela que nous avons des convictions. Sinon, à quoi cela servirait-il? Comme un bâton et une lanterne pour nous guider. Vous raisonnez trop. Ah, puis vous raisonnez comme un tambour, oui. Ah oui, ça sonne, enfin pour sonner, oui. Mais ça sonne creux. Pardon? Creux. Quelle muflerie. M'étonne pas que vous préfériez l'otarisme. Dommage que vous n'étiez pas là la dernière fois. Oh, mais j'espère que cette fois-ci, vous resterez plus longtemps parmi nous. Ah, ça sera difficile maintenant. Oui. Écoute, je sais plus quoi dire. Oui. Nous vous dérangeons pas, j'espère? Non, non, pas du tout. Pas une seconde. Je vais en profiter pour lire mon journal. Laisse-le, c'est un doute. C'est un amour sans avenir. Mais l'avenir ne compte pas.
Tiens. Ah, ça y est, nous y sommes. Nous n'avons plus besoin de parler. Voulez-vous me passer la page boursière? Merci. Je vous en prie, faites. Mon crétin d'office aîné prétend que les actions Robina ont baissé. Ouais, chiffon. Mais c'est le même journal qu'hier. Ah oui, et qu'avant-hier. Figurez-vous que je l'avais avec moi lorsque je suis arrivé il y a 6 mois. D'ailleurs, je le lis chaque jour. Mais c'est idiot. Ah non, attendez, vous parlez sans savoir. Mais moi, qui désormais le connais par cœur, je vous assure, le progrès du 9 octobre, on n'a jamais fait mieux. Mais comment pouvez-vous lire continuellement le même journal? Ah, écoutez, certes, je ne prétends pas que cela me procure à chaque fois une réelle sensation de surprise, mais de l'intérêt. Beaucoup d'intérêt même pour cette pauvre femme de 180 kilos qui vient de perdre son emploi pour raison de surpoids et qui a 6 enfants à élever. Eh bien, chaque jour, je me demande comment va-t-elle faire désormais pour les nourrir? Et ce cher Premier ministre, dont le parti vient de perdre les élections, eh bien, chaque matin, je m'inquiète. Comment va-t-il faire pour gouverner? Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, je peux vous dire. Allez, figurez-vous. Non. S'il vous plaît, ne me dites rien. Attendez, si vous me donnez la réponse aujourd'hui, enfin, comment voulez-vous que je me la pose encore, de me pose la question encore demain? Et c'est vous qui vouliez avoir des informations, non? Ah non, mais je n'aime pas les informations. Sinon, je ne lirai pas les journaux. Non, moi j'aime le suspense. J'aime le feuilleton de la vie. J'aime me demander ce qui se passera demain ou imaginer que quelque chose est en train de se produire. Non, si je voulais apprendre, je lirais des livres d'histoire. Vous êtes vraiment fou. Alors écoutez, si vous incarnez la raison, je veux bien prendre le rôle du fou. Pardon? Oh, puis alors c'est affligeant de constater à quel point vous manquez de répartie. Tout ce que vous trouvez à répondre lorsque je vous pique, c'est pardon. Pardon? Voyez-vous, vos protestations sont si plates qu'un jour, vous l'aurez cherché. Je ne vous embêterai même plus. Pardon? Non, mais là, c'est une blague. Je ne vais pas prendre le risque de perdre un si bel ami pour un simple mot d'esprit, non? Sauf que les mots sont plus fidèles que les amis. Monsieur le Président, c'est votre tour. Ah, enfin, il est grand temps de réparer cette erreur scandaleuse. Voyez bien, cher Président, que je n'ai ni le droit ni le pouvoir de vous traiter différemment des autres. Pas plus que j'ai l'opportunité de hâter quoi que ce soit. Oui, mais ça, c'est du passé. Allez, n'en parlons plus, c'est oublié. J'étais pressé, voilà tout. Et puis, il me tarde de remettre de l'ordre dans les pendules à l'heure à la maison. J'espère que ce séjour de réflexion vous aura été profitable, cher Président. Oui, je vais refaire mon testament. Très bien. Je vais laisser le minimum à la présidente et je vais déshériter mes fils. Et puis, je vais créer une fondation. La fondation Delbecq, qui portera bien sûr mon nom, et qui aura pour objet d'entretenir ma mémoire. Parfait. Dites, si vous le souhaitez, je peux vous épauler pour entrer au Panthersclub. Pardon? Oui, mes amis n'ont absolument rien à me refuser. Ils ont des ascenseurs à me renvoyer. Alors, c'est décidé, je vous pareille. Enfin, le docteur préfère l'otarise. Ah, l'otarise! J'en étais sûr, l'otarise! Un vrai repère de terroristes. Mais où m'emmenez-vous? Mais vous n'avez pas le droit. Laissez-moi. À l'aide. Quoi? Non. Il y retourne? Non, mais c'est pas vrai. Il a droit à un second tour. Il s'est remis de son choc. Le Président jouit d'une très bonne santé. Mais bah forcément, de toute façon, il n'y a pas de vraie santé sans égoïsme. N'oubliez pas qu'il n'a été renversé que par un vélo. Ah oui. Eh ben donnez-moi l'adresse du cycliste que je lui achète un tank. Alors comme ça, vous faites mourir Marie et vous réanimez le président. Je? Oui. Mais ça n'a aucun rapport. La mort n'est ni un châtiment ni une récompense. Et chacun de vous voit dans sa mort une affaire personnelle.
Mais c'est ridicule. Nul n'y échappe. Et pour parler votre langage, je dirais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Ah oui? Vous ne recevez pas les assassins? En général, ils meurent de mort violente. Pour le président, ce n'était pas encore l'heure. Et pour ma fille à 20 ans, c'était l'heure. Vous savez très bien ce que j'en pense, nous en avons déjà parlé. À 10 ans, 20 ans, 80 ou 100 ans, c'est toujours la même vie que l'on perd. Oh, excusez-moi. Mais la vie est un cadeau fait à tout le monde. La mort est donnée aussi à tout le monde. Et le président est une personne comme une autre. Oui, enfin, je veux bien respecter tout le monde. C'est simplement que j'ai un peu de mal à respecter ceux qui ne respectent personne. Votre fille? Mais vous aviez une fille? Dites-moi, mon petit, est-ce que là-bas en bas, ils vont réussir à vous sortir de l'état où vous êtes? Oh, bah, ça ne dépend plus d'eux. Ils attendent un cœur à me greffer. Et tu les inquiètes? Ah non, pas du tout. Oh, mais vous êtes très fort. Alors, puisque je n'ai pas de santé dans mon corps, j'ai tenté d'en avoir ailleurs. Je n'ai aucun mérite. Être si souvent souffrante, allongée ou assise, m'ont forcé à réduire mes ambitions. En fait, le bonheur est au creux de la main. Il suffit de rester immobile, de devenir amnésique, d'oublier tout de la veille et du lendemain. Si l'on arrive à se faire minuscule en se calant bien dans le présent d'une chaise placée sous la fenêtre, on savoure l'univers entier. Un grand bonheur est composé que de toutes petites choses. En ce moment, tu ne peux pas savoir comme je suis proche de toi. Mais que se passe-t-il? Je sais pas, c'est devenu trop fort. Je suis épuisée. Allez, viens, on va se reposer. Ah non, Julien, on va nous séparer, ça va être terrible. Allez, viens, il faut avoir confiance. Non mais rien ne dure. Ça va être horrible, on va nous arracher. Viens. Dites-moi, les anges ont-ils aussi des histoires d'amour? Ah bah, les salauds, vous vous emmerdez pour le sexe, comment faites-vous? Eh ben voilà, au moins il y a une justice. Qui c'est à moi? Ah non. Non, pas tellement, non. Ah non, on peut pas dire que j'ai été un grand amoureux. Comment ça, pourquoi? J'ai toujours pensé que ça ne pouvait pas inspirer de grandes passions. Ah si. Bon, décidément, toute ma vie, je me serais trompé d'étage, moi. Hein. Bon, on en reparle un de ces soirs, si vous voulez, d'accord? Allez. Je dois vous parler. Vous avez des nouvelles de moi, là-bas? Ce que je vais faire sort de mes attributions. Selon le règlement, je n'ai pas le droit de vous informer, mais cela fait 6 mois que vous êtes ici. Et je me suis un peu attachée à vous. Oula, ça sent le brûlé, là, ce que vous me dites. Hein. Il n'y a pas de grand progrès notable dans votre état. L'équipe médicale songe à vous débrancher. Oui, je suis désolée, c'est horrible. Ben, vous pouvez le dire. Mais attendez, se faire débrancher comme un vulgaire accessoire à cheveux? Je ne pensais pas être tombé si bas et que ma vie ne tenait qu'à un fil dans une prise, à la merci d'un infirmier qui s'y prendra les pieds. Et qu'attendent-ils? La permission? Bon, ça c'est un comble. Et qui peut la leur donner? Votre neveu, c'est le seul parent qui vous reste. Comment? Ce petit morveux qui avait toujours des écoulements jaunâtres sous le nez. Non mais, j'espère que le cher petit se souviendra de tous les bonbons à la fraise que je lui ai achetés et de tous les Noëls que nous avons passés ensemble. J'espère qu'il ne s'est jamais rendu compte que j'ai toujours triché aux cartes avec lui. Pour l'instant, il ne le trouve pas et il n'arrive pas à le joindre. Ah, le cher petit, il poursuit ses études aux États-Unis. Alors, c'est vaste, les États-Unis. Ah, ne vous faites pas de faux espoirs. Ils le contacteront et vous ne sortirez pas de ce coma. J'ai compris. Un instant, docteur. J'ai quelque chose à vous demander. Mais je voudrais être certain que vous répondrez oui. Alors, c'est déjà non. Enfin, accordez-moi une seconde. Je voudrais que, quoi qu'il arrive,
Laura et moi fassions le même voyage à l'ascenseur, vous comprenez? Soit que nous redescendions ensemble sur Terre, ou soit que nous montions ensemble là-haut. Mais vous n'avez plus peur? Mais je n'ai peur que d'une chose, c'est de la perdre. Croyez-vous qu'il y ait quelque chose là-haut? Ah, avant, le hasard me suffisait à expliquer un univers qui m'écœurait. Oui, oh, l'embrassage, une mixture de molécules. Ça devait être ça, la recette de cette mauvaise soupe. Mais lorsque je vois Laura, les molécules qui se culbutent au hasard auraient créé Laura. Les chocs qui font les graviers et la fumée seraient responsables de la beauté de Laura, du sourire de Laura, de l'esprit de Laura. Peut-être. Oh non. Maintenant, j'ai une raison d'être optimiste. Et elle s'appelle Laura. Mais que vous aimiez la vie, tant mieux. Mais n'avez-vous pas peur de la mort? Moi, Un Dieu qui vous fait être peut aussi être un Dieu qui vous fait disparaître. mais à quoi bon être une fois si ce n'est pour être pour toujours? C'est déjà bien que les choses soient. Pourquoi voulez-vous qu'elles durent? On ne nous a pas donné l'intelligence pour nous la retirer. Sinon, c'était un cadeau inutile, empoisonné, voyons. La conscience, est-ce juste une chair qui saigne ou ce qui s'élève au-dessus de la viande? C'est le problème de la conscience. Permet-elle de désespérer ou d'espérer? Est-elle conscience d'une tragédie? Conscience d'un mystère? Eh bien, je fais le pari. Parce que savoir que l'on meurt est un signe. Ah oui, et de quoi? Enfin, qu'on ne fera pas que mourir. Mais tout est obscur pourtant. Mais là où je vois l'obscurité, eh bien, je veux voir à présent une promesse de Dieu. Et tout cela, vous le devez à Laura. Qu'est-ce qu'un miracle? Ce qui donne la foi. Eh bien, Laura est mon miracle, oui. Évidemment. Un miracle suffit. À présent, je vais espérer dans ce que je ne comprends pas. Docteur, laissez-nous repartir ensemble. Je voudrais pouvoir vous dire oui. Mais dites oui alors! Mais je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Le sort de Laura dépend des circonstances. Et je ne commande pas aux circonstances. Très bien. Je vais revoir Laura. Ah, mais je suis idiot d'avoir passé autant de temps loin d'elle. Merci, docteur. Rude métier. Accueillir les gens. Gagner leur confiance. Et subitement, leur avouer que l'on n'a aucun pouvoir. Vous me plaisez, docteur. Oh, au début, je vous trouvais un peu rude. Je vous en voulais de ne même pas nous donner de réponse. Vous ne vouliez pas de réponse. Vous vouliez vous nourrir d'illusions. Des convictions. Comme le président. L'arme des faibles et des inquiets. Des convictions. Mais même une conviction négative valait mieux qu'un doute. Moi, je voulais que l'on me dise, c'est comme ceci, ce n'est pas comme cela. Et puis après, vous avez appris à vous contenter d'hypothèses. Oh, comme c'est bon. Jouer avec les hypothèses, comme avec des bulles de savon. Et puis lorsqu'on ne sait plus, imaginez encore. Tenez, c'est le numéro de téléphone de mon neveu. Comment on l'appelle pour me débrancher? C'est inutile. Ce qui arrivera, arrivera. Je n'ai pas à communiquer cette information. Écoutez, docteur, je vous en supplie, il faut faire vite. Laura est hospitalisée tout comme moi à l'hôpital Saint-Louis. La manœuvre est donc toute simple. Il suffit d'arracher un fil, de me prendre un tout petit morceau de chair à l'intérieur de la poitrine et de le descendre l'étage en dessous. Ce que vous me demandez là est interdit. Mais enfin, n'en êtes-vous pas assez de voir défiler les gens, de les voir prendre conscience de ce qu'ils ont raté ou réussi, de les voir devenir meilleurs peut-être. Et puis hop, tout cela ne sert à rien. N'en avez-vous pas assez que le destin ne soit qu'une loterie, que le brassage soit le seul critère? Et puis d'abord, pourquoi ce grand silence de Dieu? Dieu est-il lui-même dans le coma? Enfin, pourquoi ne répond-il pas? Dieu est-il en état de choc? Eh bien alors, faites quelque chose. Mais enfin, ranimez-le. C'est vrai, cela fait des siècles que l'on parle de lui à son chevet. Alors qu'il se réveille. Ou alors, s'il roupit définitivement. Ou s'il s'en fout vraiment. Remplacez-le, vous. Jouez la providence. Quelle naïveté! La providence! Que l'univers tienne compte de vos mérites, que le bon soit récompensé, le mauvais châtié,
Que la maladie punisse et que la bonté repousse la mort. Ah oui, une justice. N'importe quoi qui ressemblerait à une justice. Même une justice injuste. Des dieux capricieux ou partisans, ou même un dieu terriblement arbitraire. Mais cela voudrait dire qu'il y a un ordre, une volonté, une pensée, quelque chose qui ressemblerait à de l'homme au-dessus de lui. Au lieu de cela, la vie depuis toujours est ce qu'elle est, sourde, aveugle, indifférente. La matière se fout de votre courage et de votre dignité. Mais la volonté, ma volonté, la vôtre, Ah, vous séjournez dans l'endroit au monde où la volonté est la moins présente. et la liberté. Enfin, la liberté n'existe qu'à condition que l'on y croit et qu'on l'affirme. Ah, naturellement, l'ordre de la matière a ses propres lois de composition et de décomposition. Mais ne voudriez-vous pas, une seule fois, mettre volontairement un petit grain de sable différent dans la machine indifférente? Un petit grain de sable. Un tout petit grain de sable. Tout simplement humain. Pour en finir avec le hasard. Et puis, doctoresse, imaginez. Quelle volupté que d'enfreindre le règlement. Pourquoi vous ne pouvez vous empêcher de mêler des sottises à des réflexions intelligentes? Parfois, pendant les vacances, lorsque j'étais petit, je grimpais en haut du prunier au fond du jardin. Et d'en haut, je pouvais observer tout l'univers de notre village. Et je me sentais comme galvanisé, différent, supérieur. Si je veux, pensais-je, je peux m'empêcher de respirer. Et je retenais ma respiration. Et plus cela devenait difficile, plus je devenais rouge, et plus la chaleur enflait les veines de mon cou, et plus je me sentais fort, invulnérable. Oh, bien sûr, je finissais toujours par céder, mais la pression restait. D'autres fois, je me disais, si je veux, je ne mourrais pas. Et cela me paraissait d'autant plus facile que dans l'instant, il n'y avait rien à faire. Oh, plus tard, j'ai bien compris que je n'y échapperais pas. Inéluctable. Eh bien, voici, chère doctoresse, après ces si longs mois passés auprès de vous, ma première leçon. Accepter l'inéluctable. Alors aujourd'hui, je voudrais que l'on se serve de moi pour faire vivre la petite. Mon cœur battra à la place du sien, et j'aurais fait le cadeau de ma mort. Voici, chère doctoresse, ma deuxième leçon auprès de vous. Aimer l'inéluctable. Si, je t'assure, lorsque je suis redescendue sur Terre, j'avais oublié cet hôtel. Je n'avais gardé aucune conscience de mon premier passage ici. La mémoire ne m'est revenue que lorsque les portes de l'ascenseur se sont écartées. Julien, imagine que nous n'allions pas nous reconnaître sur Terre. Enfin, je me fais pas de soucis, je te reconnaîtrai, voyons. Mais non, mais on va se croiser n'importe où, dans la rue, dans un couloir, et ton regard passera à côté de moi. Tu ne vas pas souvent même pas. Mais impossible, je te chercherai partout. Mais moi aussi, mais cependant, il faut que tu t'entraînes. Écoute, je sais quelque chose que même le docteur ignore. Lors de mon premier passage, j'avais commencé à apprendre le tango avec Juan, un homme qui se trouvait ici. Comment? Oh, mais il avait depuis 80 ans. Il était tellement heureux de se retrouver souple et débloué de ce rhumatisme qu'il voulait danser. Les heures lui partenaient. Je n'avais jamais dansé. Écoute, lorsque je suis redescendue sur Terre, j'avais oublié cet hôtel, Juan et les leçons de tango. Mais mon pied connaissait toujours les pas. Je les esquissais malgré moi. La conscience oublie tout ce qui s'est passé ici, mais la peau en garde la trace. Nous devons nous entraîner. Je veux être sûre que nos corps se reconnaissent. Si tes mains sentent pas ça, ce n'est pas moi. Mais enfin, je t'aime. Sans les cheveux. Un parfum d'herbe fraîchement. Si tu ne sens pas ça, ce n'est pas moi. Mais je t'aime. Regarde mes yeux. Mais des fils verts et violets. Combien? Je ne sais pas, moi, il y en a plus de 1000. Mais il y en a moins de 1000. Ce n'est pas moi. Mais je t'aime. Embrasse-moi.
Oh, rassure-toi. Ah, ça, je n'oublierai pas, non. Oh, mais non, mais je suis idiote. Tu vas me chercher dans des tas de femmes qui ne seront pas moi. Et au final, je vais obtenir le contraire de ce que je veux. Et quand elles te souriront, parce qu'elles te souriront toutes, ben, tu vas les embrasser, leur faire la cour, et au final, non, nous devons nous entraîner. Nous devons trouver autre chose. Allez, viens. Je vais te montrer un code secret. Viens. Attends. Je t'embrasse les oreilles. Hein? Je t'embrasse le front. 1, 2, 3, 4. Je t'embrasse les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je t'embrasse les lèvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, génial. Recommençons. Tu m'embrasses les oreilles. 1, 2. Tu m'embrasses le front. 1, 2, 3, 4. Tu m'embrasses les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu m'embrasses les lèvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. Julien, je dois vous parler dans votre chambre. La carte est tombée par hasard de votre veste. Un infirmier l'a ramassée et l'a apportée au médecin. Par hasard. Par hasard. Le hasard fait bien les choses. Parfois, ils appellent votre neveu. Celui-ci découvre avec surprise votre état. Il est embarrassé. Il dit qu'il n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Il dit aussi qu'il vous aimait beaucoup. Qu'il m'aimait beaucoup. Vous savez, j'avais une fille autrefois, et elle vous ressemblait un peu. Les mêmes yeux ironiques, qui ont l'air de se ficher du monde. La même impertinence dans le profil. Ouais. Cet air crade de celle qui ne se laisse pas impressionner par la vie. Les mêmes cheveux, lourds, soyeux, comme de la bonne santé qui ruisselle. Lorsque je la regardais, je la trouvais tellement belle, tellement femme, que je me disais, c'était pas possible. Elle n'a pas pu venir de toi. Elle avait des pouvoirs magiques. Lorsqu'elle rentrait dans une pièce, elle faisait fondre toutes les médiocrités de l'existence. À l'époque, j'étais représentant de commerce. Des journées de voyage, des nuits d'hôtel interchangeables, des clients qui me claquaient la porte au nez. Mais au fond des ténèbres, il y avait la veilleuse, ma lumière, ma fille. Les affaires, tout à coup, sont devenues meilleures et j'ai décroché de très gros contrats outre-Atlantique. Un jour où j'étais au fin fond des États-Unis, dans un motel, elle m'a appelé. Elle avait la voix un peu humide et elle m'a dit « Papa, je suis un peu malade. » Et elle a dû être hospitalisée. Mais j'étais obligé de rester de l'autre côté de l'Atlantique. C'est vrai, je réalisais pour mon entreprise les contrats commerciaux les plus grands que l'on puisse imaginer. J'étais ligoté à ce succès et je ne pouvais pas rentrer. Et d'ailleurs, j'en éprouvais même une certaine euphorie. Mais au téléphone, j'entendais de jour en jour sa voix toujours plus faible. Alors je me disais qu'elle était jeune, qu'elle était forte, et qu'elle retrouverait la santé et le moral sitôt que son père rentrerait. Une maladie l'a fait mourir à 20 ans. Un virus, une arme de guerre implacable qui grignote les forces et les chairs et qui un jour ne vous laisse qu'un tout petit cadavre sur un lit. Je
suis arrivé trop tard. Juste après. Alors, j'ai quitté mon emploi. J'ai fait tourner les tables. J'ai fait briller les boules de cristal. Parce que je voulais qu'elle me parle, qu'elle n'ait pas disparu. Et je ne découvrais que du silence. Alors, je suis devenu le mage Ratchapur. Toujours affublé de ce turban d'opérette qui me servait avant tout de bâillon pour m'empêcher de hurler de douleur. Le souvenir que l'on garde d'un enfant mort, son corps enfermé dans un sanctuaire, protégé par la peine. Ils n'ont pas la même étoffe que les autres souvenirs. Infroissable, intouchable. Je n'ai rien su faire pour elle. Mais vous ne pouviez pas. Je n'étais même pas là. Mais vous ne pouviez pas. Oui, mais enfin, je me sentais coupable. J'aurais voulu réparer. Mais réparer, on ne répare pas. Si. Je l'ai fait une fois avec quelqu'un d'autre. Vraiment? Oui. Mais ce jour-là a dû être merveilleux. Oh, je vous aime bien. Ici, tout le monde se moque un peu de vous, mais je vous aime bien. Oh, merci. Laura, je dois vous demander de me laisser seule avec le mage. Bien, docteur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Excusez-moi, nous sommes déjà en retard. Est-ce que cela va marcher? Allez vers l'ascenseur. Écoutez, docteur, je sais que vous n'avez pas le droit de me dire quoi que ce soit. Mais est-ce que cela va marcher? L'équipe médicale a décidé de greffer votre cœur à la place de celui de Laura. Merci. Ah non, ne dites rien. Personne ne m'a jamais dit merci. Surtout en partant vers le haut. Merci. Je sais, c'est contre la règle. Allez vite chercher Laura. Laura, c'est votre tour. Ah non, mais pas déjà. Dépêchez-vous, il n'y a pas une seconde à perdre. Le mage, j'ai même pas eu le temps d'embrasser le mage. Allez, confiance, mon amour, confiance. Tu m'embrasses les oreilles. 1, 2. Tu m'embrasses le front. 1, 2, 3, 4. Tu m'embrasses les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu m'embrasses les lèvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Julien. Oh oui! Oh oui! Oh merci, docteur! Oh merci de m'avoir dit ce qu'avait fait tout à l'heure le mage pour Laura. Sinon, je n'aurais jamais eu le courage de l'accompagner jusqu'à l'ascenseur. C'est le deuxième miracle. Je sais, rien ne se passe selon le règlement. Demain sera différent. Non, demain ne sera pas différent. Bon. Docteur, vous savez, vous, ce qu'il y a là-haut? Non, je ne sais rien. Je ne connais que ma fonction, vous accueillir, vous faire attendre, puis vous reconduire à l'ascenseur. Je tiens la porte, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que si l'on monte, le voyage devient irréversible. Mais pourquoi vous faites tomber? C'est comme cela que vous m'avez perçu aujourd'hui. Cela peut changer, cela dépend des jours. Vous, par exemple, vous m'avez prise pour une femme. Pardon? Oui, le président Delbecq, lui, me voyait comme un homme. On me tous la dépasse, moi. Oh, moi aussi. Mais pour vous comme pour moi, la mort n'est pas un fait, mais un mystère. Vous en savez plus que vous m'en dites. Si la vie est un don, qui nous l'a faite? À votre avis? Ah, mais je vous demande. Mais moi aussi. Dieu ou la vie elle-même? Vous voyez, à cette question, même les réponses ont un point d'interrogation. Dieu ou la vie elle-même? Mais qu'est-ce que cela change? Dans tous les cas, cela veut dire que vous avez des dettes. Des dettes? Oui. On vous a fait un cadeau. Il faut le recevoir, Oui, puis le soigner, bien sûr.
puis le transmettre, le cadeau, à votre tour. Donner la vie, des enfants, des actes, de l'amour. Bien sûr, et peut-être comme ça, à la fin de notre temps, lorsque le cadeau sera en train de s'épuiser, nous l'aurons peut-être enfin mérité. Peut-être. Alors vous ne savez pas ce qu'est la mort. La pire des choses qui pourrait arriver à cette question, c'est une réponse. Julien, c'est votre tour. C'est étrange, mais même si je devais mourir maintenant, eh bien je serais sauvé. La confiance, Oh, je n'en sais pas plus, mais je suis moins effrayé parce que j'ignore. la confiance est une petite flamme qui n'éclaire rien, mais qui tient chaud. Docteur, si Laura et moi nous nous retrouvons sur Terre, croyez-vous que nous nous reconnaîtrons? Oui, je le crois. Sitôt sorti de cet ascenseur, vous aurez tout oublié. Mais il existe sur Terre une mémoire inconsciente de ce qui s'est passé en dehors de la Terre. Une mémoire profonde, nichée dans les replis de l'esprit et qui se réactive au premier regard que se lancent deux individus et qui les fait se reconnaître. Cela s'appelle le coup de foudre. Grâce à vous, on a pu faire profiter de notre pièce plusieurs associations qui nous tiennent aussi depuis longtemps à cœur. On remercie Luc, aux lumières, on remercie, voilà, cette pièce se finit ce soir avec vous. Écoutez, si vous avez encore 2-3 minutes, c'est avec grand plaisir qu'on partage le petit verre d'amitié avec vous. Merci.